Il y a une phrase que Napoléon Hill n'a jamais écrite. Une vérité qu'il connaissait, qu'il avait vécue dans sa chair, mais qu'il a choisi de taire. Pas par oubli, par calcul, parce qu'elle aurait brisé l'illusion que son livre vendait si bien. Cette vérité, vous allez l'entendre aujourd'hui. Et elle va peut-être changer la façon dont vous regardez votre propre ambition. Pas pour vous décourager, jamais, mais pour vous armer d'une lucidité que très peu de personnes possèdent avant d'avoir tout perdu. Avant de démarrer, pour ancrer la réception des précieuses informations contenues dans cette vidéo, commente maintenant « Je suis prêt à recevoir ». Chapitre 1. Ce que Hill a vu mais n'a pas dit. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment voulu quelque chose, pas juste envie, voulu, avec cette sensation dans la poitrine qui ressemble à de la faim, cette tension douce et inconfortable à la fois qui ne disparaît pas quand vous fermez les yeux. Vous connaissez cet état, peut-être que vous le vivez en ce moment même. Napoléon Hill a passé 20 ans à interviewer les hommes les plus riches d'Amérique. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, il a compilé leurs secrets dans un livre publié en 1937 qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Ce livre vous a peut-être déjà traversé les mains. Peut-être qu'il est posé quelque part dans votre chambre, peut-être que vous en avez surligné des passages en vous disant que cette fois, ce serait différent. Mais voilà ce qu'on ne vous dit jamais. Hill n'a pas seulement observé ces hommes, il les a étudiés de près, très près. Il a vu leurs bureaux, leurs familles, leurs visages à des heures où le monde les croyait triomphants, et ce qu'il a vu ne ressemblait pas au discours qu'ils lui donnaient. Ces hommes avaient une chose en commun que Hill a soigneusement omis de mettre en avant. Ils avaient tous payé un prix que personne n'avait accepté de payer avant eux. Un prix silencieux, invisible dans les biographies officielles, absent des interviews, mais présent dans chaque détail de leur vie réelle. Ce prix, Hill l'a appelé différemment selon les chapitres. Il l'a enrobé de mots comme désir brûlant, persévérance, foi, des mots qui sonnent comme de la lumière. Mais derrière ces mots, il y avait quelque chose de plus sombre, de plus exigeant, de plus honnête, quelque chose que vous méritez d'entendre. L'ambition obsessionnelle ne ressemble pas à ce que les podcasts vous montrent. Elle ne ressemble pas aux matinales à 5 h du matin, filmées en slow motion avec une belle lumière dorée. Elle ne ressemble pas aux citations motivantes sur fond de coucher de soleil. L'ambition réelle, celle qui produit des résultats extraordinaires, ressemble souvent à quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Elle ressemble à un feu intérieur qui consume autant qu'il éclaire. Et les hommes que Hill a étudiés le savaient. Prenons Henry Ford, l'homme qui a révolutionné l'industrie automobile. Celui que Hill cite comme l'un des exemples les plus purs de désir cristallisé en résultat. Ce que Hill omet de préciser, c'est que Ford était un homme profondément seul, que son fils Edsel a vécu sous son ombre toute sa vie, écrasé par un père incapable de lâcher le contrôle, que sa femme Clara a partagé son toit pendant des décennies, mais rarement son attention, que Ford lui-même, sur ses vieux jours, avouait à demi-mot que sa vie personnelle était restée en friche pendant que son empire poussait. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait que Hill connaissait, un fait qu'il a choisi de ne pas enseigner. Pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant, dès le premier chapitre? Parce que vous êtes intelligent, parce que vous méritez mieux que des demi-vérités, parce que si vous vous lancez dans une quête de réussite extraordinaire sans comprendre ce qu'elle coûte réellement, vous risquez de vous retrouver un jour avec exactement ce que vous vouliez, et la sensation inexplicable que quelque chose d'essentiel vous manque. Ce livre n'est pas là pour vous dire de ne pas être ambitieux, ce serait absurde. L'ambition est une force, une vraie. Mais comme toutes les forces réelles, elle a un revers. Et ce revers, personne ne vous l'enseigne clairement, parce que ce n'est pas ce qui se vend. Ce qui se vend, c'est le rêve propre, la success story sans cicatrice, l'ascension sans douleur. La vérité est différente. Il y a quelque chose que Hill a glissé dans son livre presque en passant, dans un chapitre que la plupart des lecteurs survolent. Il parle de ce qu'il appelle la transmutation, l'idée que l'énergie qu'un homme consacre à ses désirs les plus profonds doit venir de quelque part, qu'elle se prend quelque part, qu'elle se retire de quelque chose. Hill effleure cette idée, puis passe à autre chose, comme si elle était trop enjoueuse à développer. Ce livre, lui, va la développer. Parce que dans cette notion de transmutation se cache la clé de tout ce que vous allez entendre dans les prochains chapitres. La clé de pourquoi tant de gens qui ont suivi les principes de Hill ont réussi financièrement, mais ont payé en monnaie humaine, en relations brisées, en santé sacrifiée, en compromis moraux dont ils n'ont jamais vraiment parlé à voix haute. Mais voici ce que ce livre n'est pas non plus. Ce n'est pas un réquisitoire contre Napoléon Hill, c'est une extension de sa pensée, une version adulte, complète, honnête. Parce que Hill avait raison sur l'essentiel. L'obsession produit des résultats que la modération ne peut pas atteindre. La concentration absolue crée des réalités que la pensée dispersée ne touchera jamais. Il avait raison, mais il n'a pas fini son travail. Ce livre finit ce travail. Dans les chapitres qui viennent, vous allez comprendre pourquoi les sacrifices les plus importants ne sont jamais ceux qu'on planifie. Vous
Vous allez voir comment l'argent change un homme de l'intérieur, pas seulement dans ses habitudes, mais dans sa façon de percevoir les autres et lui-même. Vous allez découvrir où se situe la limite entre la discipline libératrice et la discipline qui emprisonne. Et vous allez rencontrer une question que je vous poserai tout à la fin, une question que vous ne pourrez pas oublier. Mais pour l'instant, restez avec cette pensée. Il a interviewé des légendes, il a préservé leurs leçons, il a oublié leurs ombres. Vous êtes ici parce que vous voulez les deux, la lumière et ce qu'elle projette derrière elle. C'est ça, la maturité d'un ambitieux. Ce n'est pas de renoncer à vouloir, c'est de voir clairement ce que vouloir exige vraiment. Vous venez d'ouvrir une porte que très peu de gens franchissent avec les yeux ouverts. La suite de ce voyage commence maintenant. Si ce premier chapitre a résonné en vous, abonnez-vous à The Millionaire Library, activez la cloche pour ne manquer aucun livre et suivez la playlist complète dans le lien est en description. Ce que vous allez entendre dans les prochains chapitres est encore plus profond. Et vous ne voulez pas le manquer. Chapitre 2. Le désir qui dévore. Quand l'ambition devient une identité. Il y a un moment précis dans la vie d'un homme ambitieux où quelque chose bascule. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de signal d'alarme, pas de voix intérieure qui prévienne. C'est un glissement lent, presque imperceptible, comme une marée qui monte pendant la nuit. Au matin, vous regardez autour de vous et vous réalisez que vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui veut réussir. Vous êtes devenu votre ambition, entièrement. Et cette différence-là change tout. Napoléon Hill parlait du désir comme d'un point de départ, une étincelle nécessaire. Il avait raison, sans désir, rien ne se construit. Mais Hill s'est arrêté à l'étincelle. Il n'a pas parlé de ce qui se passe quand le feu prend toute la place, quand le désir cesse d'être un outil et devient une identité, quand vous ne savez plus qui vous êtes sans vos objectifs. Ce phénomène a un nom en psychologie. Les chercheurs l'appellent la fusion identitaire avec le but. En termes simples, c'est le moment où votre valeur personnelle devient indissociable de vos performances, où un échec professionnel ne ressemble plus à un revers, il ressemble à une mort partielle. Et à l'inverse, un succès ne procure plus de joie durable. Il procure un bref soulagement, suivi immédiatement d'un nouveau vide à combler. Vous reconnaissez cette mécanique? Beaucoup de jeunes gens ambitieux la vivent sans en avoir les mots. Ils se fixent un objectif, ils l'atteignent, et au lieu de prouver la satisfaction qu'ils attendaient, ils ressentent une sorte de platitude étrange. Puis l'objectif suivant apparaît, un peu plus grand, un peu plus urgent, et la course recommence. Ce n'est pas de la discipline, c'est quelque chose d'autre. C'est le signe que l'ambition a cessé de servir la vie. Elle est devenue la vie elle-même. Prenons un exemple concret. Marcus avait 26 ans quand il a lancé sa première entreprise. 3 ans plus tard, il atteignait le million de chiffre d'affaires, ce qu'il avait voulu depuis l'adolescence. Il se souvient du soir où les chiffres ont basculé. Il était seul dans son bureau, il a regardé l'écran, il a attendu quelque chose, une émotion peut-être. Rien n'est venu. Il a fermé son ordinateur et il est rentré chez lui. Sa compagne dormait déjà. Il s'est assis dans le noir pendant 1 heure sans comprendre ce qu'il ressentait. Le lendemain matin, il avait déjà un nouvel objectif. Ce moment dans le noir, il ne vous en parle pas. Pourtant, c'est l'un des moments les plus révélateurs de ce que coûte une ambition mal comprise. Voici ce qui se passe mécaniquement dans le cerveau d'un individu dont l'identité a fusionné avec ses objectifs. Le système de récompense dopaminergique fonctionne à l'anticipation, pas à l'accomplissement. Ce que vous ressentez quand vous poursuivez un but est neurochimiquement plus intense que ce que vous ressentez quand vous l'atteignez. En d'autres termes, votre cerveau est câblé pour vous rendre plus vivant dans la chasse que dans la possession. Les hommes que Hill a étudiés vivaient tous dans cet état, perpétuellement en mouvement, perpétuellement insatisfaits au sens clinique du terme, et Hill a appelé ça de la persévérance. C'était peut-être aussi de l'incapacité à s'arrêter. La distinction est importante. La persévérance est un choix conscient face à l'obstacle. L'incapacité à s'arrêter est une compulsion. L'une construit, l'autre consomme. Et de l'extérieur, les deux se ressemblent parfaitement. Ce qui se perd en premier quand l'ambition devient identité, ce n'est pas le temps libre, ce n'est pas les week-ends ou les vacances. Ce qui se perd en premier, c'est la capacité à être présent à ce qui n'est pas productif, à une conversation qui ne mène nulle part, à un repas sans ordre du jour, à une promenade sans podcast dans les oreilles. Ces moments que le monde moderne appelle de la perte de temps sont en réalité les espaces où se reconstruit l'être humain, où se dépose ce qui a été vécu, où se forme ce que l'on appelle en profondeur le caractère. Un homme qui ne sait plus rien faire sans que ce soit utile est un homme qui se raccroche doucement de la fragilité, pas de l'échec visible, de l'effondrement intérieur silencieux. Il avait compris quelque chose que peu de gens saisissent. Il écrit que la pensée est la chose la plus puissante que possède un être humain. Il a raison, mais une pensée qui tourne en boucle autour d'un seul objet finit par rétrécir le monde, finit par rendre les autres invisibles, finit par transformer les relations en ressources et les personnes en moyens. C'est là que se situe le premier compromis éthique silencieux de l'ambition obsessionnelle. Non pas un mensonge ou une fraude, simplement une réduction progressive de l'autre. Vous commencez inconsciemment à évaluer chaque personne que vous rencontrez par sa valeur pour vos objectifs. Ceux qui contribuent restent, ceux qui n'apportent rien dérivent. Ce n'est pas de la cruauté,
C'est pire, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence laisse des traces que l'argent ne peut pas effacer. Voici la nuance essentielle que ce chapitre vous propose. Le désir est nécessaire. L'obsession peut produire des résultats exceptionnels. Mais l'homme qui construit quelque chose de grand sans jamais poser la question de ce qu'il est en train de perdre, construit sur du sable psychologique. Il arrive à destination et découvre que le voyage l'a vidé de quelque chose qu'il n'a pas de nom pour désigner. Quelque chose qui ressemble à lui-même. La question que il n'a jamais posée à ces sujets, ou du moins qu'il n'a jamais publiée, c'est celle-ci. En devenant ce que vous êtes devenu, qu'avez-vous cessé d'être ? Cette question n'appelle pas à la retraite, elle appelle à la conscience. Parce que l'ambition consciente, celle qui sait ce qu'elle coûte et qui choisit quand même, est d'une nature radicalement différente de l'ambition aveugle. L'une vous appartient, l'autre vous possède. Dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans un territoire encore plus délicat, celui des relations humaines. Ce qu'une ascension rapide fait aux liens que vous avez construits. Pourquoi certaines amitiés survivent à la réussite et d'autres disparaissent, et ce que cette disparition vous dit réellement sur vous, pas sur les autres. Ce que vous venez d'entendre n'était que le début. Chapitre 3. Les relations sacrifiées sur l'autel de la réussite. Personne ne vous prévient de ce moment. Vous avez travaillé dur, vous avancez, les résultats commencent à apparaître. Et puis progressivement, vous regardez autour de vous et vous réalisez que le cercle s'est vidé. Pas brutalement, pas après une dispute. Simplement, les gens sont partis. Ou plutôt, vous êtes partis sans bouger. C'est l'une des réalités les plus douloureuses et les moins discutées de l'ascension. Non pas parce qu'elle est rare, parce qu'elle est universelle chez ceux qui vont vraiment loin. Et parce qu'admettre qu'on a perdu des gens en chemin, c'est admettre qu'on a fait des choix dont on ne se souvient même pas avoir pris conscience. Il parle de la valeur de l'entourage. Il insiste sur l'alliance des esprits, ce concept qu'il appelle le mastermind, l'idée que s'entourer de personnes alignées avec votre vision décuple votre puissance. C'est juste, mais il ne dit pas ce qui arrive aux autres. Ceux qui n'entrent pas dans cette catégorie. Ceux qui vous aimaient avant que vous ayez une vision. Votre meilleur ami d'enfance qui ne comprend pas pourquoi vous ne répondez plus aux messages. Votre frère qui commence à sentir qu'il vous dérange quand il appelle. Votre compagne ou votre compagnon qui dort à côté d'un corps dont l'esprit est ailleurs depuis des mois. Ces gens-là n'ont pas de chapitre dans « Réfléchissez et devenez riche ». Pourtant, ce sont eux qui racontent la vérité la plus nette sur ce que vous devenez. Voici ce qui se passe concrètement. Quand un individu entre dans une phase d'accélération intense, sa fenêtre d'attention se rétrécit. C'est mécanique, pas moral. Le cerveau, sous pression de performance, alloue ses ressources à ce qui est urgent et stratégique. Les conversations sans enjeu deviennent fatigantes. Les problèmes des autres semblent petits face aux vôtres. L'empathie ne disparaît pas, elle se met en veille. Et pendant ce temps, les gens autour de vous continuent d'exister, d'avoir besoin, de souffrir parfois. Mais vous n'êtes plus vraiment là pour le voir. Ce n'est pas de l'égoïsme au sens vulgaire du terme, c'est une forme de rétrécissement du monde intérieur qui accompagne l'expansion du monde extérieur. Votre portfolio grandit, votre présence aux autres rétrécit, et l'équation ne se rééquilibre pas seule. Prenons le cas de Sophia. 31 ans, fondatrice d'une agence de communication qui emploie aujourd'hui 18 personnes. À 25 ans, elle avait 3 amis proches avec qui elle partageait tout. À 28 ans, il n'en restait plus qu'une. À 30, celle-là aussi avait pris ses distances. Sophia l'a appris par un message court, presque poli, qui disait simplement qu'elle avait l'impression de n'être là que quand ça arrangeait Sophia. Ce message a mis 3 jours à atterrir vraiment. Puis il a fait très mal, parce qu'il était juste. Ce que Sophia a compris ce soir-là, c'est quelque chose que il effleure sans jamais nommer clairement. La disponibilité émotionnelle est une ressource, comme le temps, comme l'énergie. Et quand elle est entièrement consacrée à un projet, il ne reste rien pour les autres. Zéro, pas un peu moins, zéro. La question que peu d'ambitieux se posent honnêtement est celle-ci. Est-ce que je nourris mes relations ou est-ce que je les gère ? Il y a une différence fondamentale entre les deux. Nourrir une relation, c'est y être présent, sans agenda, sans utilité immédiate, sans arrière-pensée sur ce que ça vous apporte. Gérer une relation, c'est maintenir un niveau de contact minimal pour ne pas perdre le lien, mais sans jamais vraiment investir. Beaucoup de personnes très ambitieuses gèrent leurs relations affectives exactement comme elles gèrent leurs abonnements. Elles vérifient de temps en temps que le compte est encore actif, mais elles n'y consacrent pas de vraie attention. Et les gens le sentent, pas toujours consciemment, mais ils le sentent dans le registre émotionnel, celui qui ne se laisse pas berner par les belles intentions. Ce registre sait reconnaître quand il est une priorité et quand il est une case à cocher. Il y a un phénomène particulier qui se produit autour de la réussite financière. Il y fait allusion sans le creuser. Au fur et à mesure que votre niveau monte, la nature de vos relations change structurellement. Certaines personnes s'éloignent par sentiment d'infériorité, d'autres s'approchent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes. Et vous vous retrouvez dans une position étrange où vous êtes entouré de plus en plus de monde et de moins en moins de gens qui vous connaissent.
Cette solitude-là est particulière. Ce n'est pas le vide des chambres d'hôtel en déplacement. C'est quelque chose de plus subtil. C'est la solitude de celui qui ne peut plus être vraiment vu parce que sa réussite l'a recouvert comme un vernis. Les gens parlent à ce que vous représentez avant de parler à ce que vous êtes. Les hommes que Hill a interviewés vivaient tous avec ce vernis. Certains l'avaient choisi consciemment comme protection, d'autres l'avaient subi sans comprendre comment il s'était formé. Mais aucun d'entre eux, dans les archives des entretiens, ne décrit des relations profondes, mutuelles, équilibrées. Ce que vous trouvez à la place, ce sont des loyautés achetées, des admirations entretenues, des distances calculées. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat logique de ce que produit une ambition qui ne s'interroge jamais sur ce qu'elle laisse derrière elle. Voici ce que ce chapitre vous demande de faire. Pas demain, maintenant, dans les prochaines heures. Pensez à une personne dans votre vie qui mérite plus de votre présence que ce que vous lui donnez. Pas plus de votre argent, pas plus de votre aide logistique, plus de votre présence, la vraie, celle où vous êtes là, sans téléphone, sans ordre du jour, sans une partie de votre cerveau qui tourne sur vos projets en arrière-plan. Cette personne existe. Vous savez exactement de qui il s'agit. Ce que vous faites ou ne faites pas avec cette pensée en dit plus de votre caractère profond que n'importe lequel de vos résultats financiers. Parce que la réussite construit ce que vous possédez, mais ce sont vos relations qui révèlent ce que vous êtes. Dans le chapitre suivant, nous allons entrer dans un territoire que très peu osent examiner honnêtement. Les compromis éthiques. Ces petits glissements silencieux qui commencent par sembler raisonnables et qui, sans qu'on s'en aperçoive, redessinent en profondeur la frontière entre ce qu'on accepte et ce qu'on refuse, entre la personne qu'on voulait être et celle que l'on est en train de devenir. Chapitre 4. Les compromis silencieux, quand l'ambition redessine votre éthique. Il y a une ligne, vous la connaissez. Elle n'est pas écrite quelque part, elle n'a pas de contour précis, mais vous savez exactement où elle se trouve parce que vous l'avez tracée vous-même au fil des années. C'est la ligne entre ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous ne ferez jamais. Et ce que personne ne vous dit, c'est que cette ligne bouge, lentement, imperceptiblement, souvent dans une seule direction. Napoléon Hill parle de la décision comme d'un pilier fondamental de la réussite. Il cite Carnegie, qui prenait ses décisions vite et les changeait lentement. Il valorise la fermeté, la conviction, la clarté d'intention. Ce qu'il n'examine pas, c'est le contenu de ces décisions, ce qu'elles impliquent réellement, ce qu'elles coûtent à d'autres, ce qu'elles font, sur la durée, à celui qui les prend. Parce que la décision n'est jamais neutre, elle a une direction morale. Et quand on décide vite, souvent sous pression de croissance, on finit par décider dans la même direction sans même s'en apercevoir. Voici comment ça commence. Vous lancez quelque chose, vous avez besoin de résultats. Vous faites face à une première situation ambiguë, pas illégale, juste inconfortable. Vous savez que la version strictement intègre de vous-même agirait différemment, mais la version pragmatique, celle qui veut avancer, choisit autrement. Vous vous dites que c'est une exception, que c'est le contexte, que tout le monde fait pareil dans ce secteur. Vous passez à autre chose. Ce moment est le plus important de ce chapitre. Non pas parce qu'il est dramatique, parce qu'il ne l'est pas du tout. Il est banal, presque invisible. Et c'est exactement pour ça qu'il est dangereux. Les psychologues appellent ce phénomène le glissement moral progressif. L'idée est simple. Chaque compromis accepté redéfinit légèrement vers le bas le seuil à partir duquel vous percevez un comportement comme problématique. Le deuxième compromis est toujours un peu plus facile que le premier, parce que le premier a déjà légèrement reconfiguré votre référentiel interne. Et ainsi de suite, sans rupture nette, sans moment où vous vous regardez dans un miroir et vous reconnaissez à peine. Prenons l'argent directement, parce que c'est là que ces glissements se produisent le plus souvent et le plus vite. Un entrepreneur fait une promesse à un client qu'il sait tenir difficilement. Il le fait parce que le contrat est gros. Il se dit qu'il trouvera une solution. Il trouve une demi-solution. Le client n'est pas satisfait, mais ne se plaint pas trop. L'entrepreneur a appris quelque chose ce jour-là. Pas une compétence, une tolérance. La tolérance à la promesse inexacte. La prochaine sera un peu plus inexacte, et celle d'après encore un peu plus. Un manager coupe un budget de formation pour tenir ses objectifs trimestriels. Il sait que son équipe en a besoin. Il se dit que c'est temporaire. Ce temporaire dure 18 mois. Pendant ces 18 mois, il a appris à regarder les besoins de son équipe comme une variable d'ajustement, pas comme une responsabilité. Ces exemples ne sont pas des scandales, ce sont des histoires ordinaires. Et c'est précisément ce qui les rend significatives. Parce que les grandes corruptions ne naissent pas de grandes décisions. Elles naissent d'une accumulation de petits glissements auxquels personne n'a résisté parce que chacun semblait raisonnable dans son contexte. Hill cite Carnegie avec admiration. Ce que Hill ne développe pas, c'est que Carnegie a bâti sa fortune dans des conditions de travail que nous qualifierions aujourd'hui de scandale humain. Que l'ascension de certains des hommes qu'il admirait s'est construite sur des décisions que leur propre descendance a mis des décennies à assumer.
Ce n'est pas pour condamner ces hommes depuis le confort de l'époque actuelle. C'est pour voir clairement ce que produit une ambition qui ne s'interroge jamais sur son impact au-delà de ses propres objectifs. Voici la mécanique précise que ce chapitre veut vous exposer. L'ambition obsessionnelle crée ce que l'on peut appeler un tunnel de justification. Plus vous avancez vers votre objectif avec intensité, plus votre cerveau devient habile à trouver des raisons pour lesquelles vos choix sont légitimes. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la neurologie. Le cerveau protège la cohérence entre les actions et l'image de soi. Donc, à mesure que vos actions se déplacent, votre image de vous-même se déplace avec elle pour rester cohérente, sans que vous le décidiez, sans que vous le remarquiez. Le résultat, des années plus tard, peut être un homme ou une femme qui a tout ce qu'il voulait, et qui ne sait plus très bien comment il en est arrivé là, qui regarde certains choix du passé avec un malaise diffus qu'il ne sait pas tout à fait nommer. Ce malaise a un nom, c'est la dissonance cognitive résolue trop vite. C'est ce qui reste quand on a étouffé trop souvent la petite voix qui disait que quelque chose n'était pas juste. Alors, comment naviguer dans cet espace? Comment être ambitieux sans se perdre éthiquement? La réponse n'est pas dans une liste de règles. Les règles se contournent. La réponse est dans une pratique régulière d'une seule question. Une question que vous posez à vos décisions avant de les prendre, pas après. Cette question est la suivante. Si la personne que je veux être dans 10 ans regardait ce choix aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en penserait? Pas la personne que vous êtes en ce moment, sous pression, dans l'urgence. La personne que vous construisez délibérément. Celle qui a réussi et qui peut se regarder sans malaise. Cette personne future est votre boussole éthique la plus réaliste, parce qu'elle n'a pas d'excuses à défendre, elle a seulement à juger. Les hommes qui ont traversé des décennies de réussite sans s'effondrer intérieurement ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de tentation. Ils sont ceux qui ont maintenu un fil de conscience entre leurs actions et leurs valeurs fondamentales. Pas parfaitement, pas sans rupture, mais assez régulièrement pour ne pas se perdre. Ce fil, il l'a peut-être eu, mais il n'a pas choisi de vous le donner. Ce livre, lui, vous le tend maintenant. Si ce que vous entendez dans cette série vous donne de la valeur, abonnez-vous à The Millionaire Library, likez ce livre audio pour aider d'autres ambitieux à y accéder et retrouvez la playlist complète en description. Le chapitre 5 va encore plus loin. Il entre dans un territoire que même les plus lucides évitent souvent de regarder en face. Chapitre 5. Le silence intérieur que personne ne s'autorise. Il existe une forme de souffrance particulièrement bien camouflée. Elle ne ressemble pas à une dépression classique. Elle n'arrête pas de fonctionner. Elle ne pleure pas dans les couloirs. Elle continue d'envoyer des emails, de tenir des réunions, de sourire aux bonnes personnes au bon moment. Elle performe. Et pendant qu'elle performe, quelque chose à l'intérieur s'érode tranquillement, comme une falaise sous l'eau, invisible depuis le rivage, réelle en profondeur. C'est la souffrance de l'ambitieux qui n'a pas le droit de ne pas aller bien. Hill ne parle presque pas d'état mental au sens clinique. Il parle d'état d'esprit, de foi, de visualisation positive. Des outils puissants, réels, utiles. Mais des outils qui, mal utilisés, peuvent devenir des instruments de refoulement. Parce qu'il y a une ligne très fine entre cultiver un mental solide et s'interdire d'être humain. Cette ligne, des milliers de jeunes adultes ambitieux la franchissent chaque année, sans s'en rendre compte. Ils absorbent l'idée que penser négativement est une faiblesse, que douter est un obstacle, que ralentir est un recul. Et progressivement, ils construisent une armure si parfaite que même eux ne savent plus ce qui se passe derrière. La performance comme identité, nous en avons parlé au chapitre 2, mais il y a un étage en dessous que nous n'avons pas encore exploré. Ce qui se passe psychologiquement quand cette identité est menacée, quand les résultats ralentissent, quand un projet échoue, quand la croissance attendue ne vient pas. Pour quelqu'un dont la valeur personnelle est liée à ses performances, ces moments ne ressemblent pas à des revers professionnels, ils ressemblent à des effondrements existentiels. Et pourtant, cet individu continue. Il pousse plus fort, il travaille davantage, parce que c'est la seule réponse qu'il connaît, la seule que ses modèles lui ont apprise, il inclut. Voici ce que la recherche en psychologie de la performance a établi clairement ces dernières décennies. L'hyperactivité professionnelle prolongée, sans espace de récupération mentale, produit ce que l'on appelle l'épuisement par engagement. Ce n'est pas le burn-out classique du salarié qui déteste son travail, c'est l'épuisement paradoxal de celui qui aime trop ce qu'il fait pour s'arrêter, qui s'y est fondu si complètement qu'il n'a plus de distance avec lui, plus de recul, plus de perspective. Ces personnes ne s'effondrent pas de façon spectaculaire, elles s'amincissent. Leur créativité diminue progressivement. Leur capacité à prendre de bonnes décisions se dégrade en silence. Leur tolérance aux autres rétrécit. Et elles attribuent tout ça à des facteurs externes, parce qu'elles ne peuvent pas envisager que le problème vient de l'intérieur. Admettre ça serait admettre une faiblesse, et la faiblesse n'est pas dans leur vocabulaire.
Pensez à un athlète de haut niveau. Tout le monde comprend qu'il a besoin de phases de récupération, que sans elles, le muscle ne se reconstruit pas, il se déchire. Cette logique est évidente pour le corps. Elle est exactement la même pour le cerveau. Le cerveau sous charge intense a besoin de périodes de décharge pour consolider, régénérer, innover. Sans elle, il continue de tourner, mais sur une qualité de fonctionnement qui diminue à chaque cycle. Les hommes que Hill admirait n'avaient pas tous compris ça. Edison dormait par courtes périodes et valorisait publiquement sa capacité à se passer de sommeil. Ce qu'on sait aujourd'hui sur la privation de sommeil et ses effets sur le jugement, la mémoire et l'équilibre émotionnel aurait rendu cette posture intenable à défendre. Ford, lui, développa sur ses vieux jours des comportements de contrôle obsessionnel et une méfiance pathologique envers son entourage. Des signes que les spécialistes reconnaissent aujourd'hui comme les séquelles d'une vie entière passée sous tension sans espace de décompression authentique. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des données. Voici la chose que ce chapitre veut déposer dans votre esprit et que vous pouvez emporter avec vous. La santé mentale n'est pas le contraire de l'ambition, en est le carburant. Un mental qui fonctionne bien, qui a de l'espace, qui a le droit de ne pas être certain parfois, produit de meilleures décisions, des relations plus solides, une créativité plus fertile et une endurance plus longue. Ce n'est pas de la philosophie douce, c'est de la stratégie froide. Les entrepreneurs et investisseurs qui tiennent sur 20, 30, 40 ans ne sont pas ceux qui ont brûlé le plus vite. Ce sont ceux qui ont compris tôt que se protéger mentalement n'était pas de la faiblesse. C'était une compétence de longue durée, peut-être la plus importante de toutes. Il y a une habitude très précise que pratiquent systématiquement les profils à haute performance qui durent dans le temps. Ils maintiennent ce que certains chercheurs appellent un espace non productif délibéré, un moment régulier dans la semaine où ils ne produisent rien, ne planifient rien, ne consomment aucun contenu à valeur ajoutée. Ils laissent leur esprit errer, librement, sans direction. Ce moment paraît inutile à l'ambitieux pur. C'est précisément pourquoi il est essentiel. C'est dans cet espace que le cerveau fait ce qu'on appelle le traitement par défaut. Il intègre les expériences récentes, connecte des idées disparates, régule les émotions non traitées, prépare des intuitions qui ne pourraient pas émerger sous la pression de la performance. Les meilleures décisions de beaucoup de grands entrepreneurs ne se sont pas prises dans des réunions ou devant des tableurs. Elles se sont prises dans une marche, sous une douche, dans le silence d'un matin sans agenda. Ce n'est pas du hasard, c'est de la biologie. Hill parle de la puissance du subconscient. Il dit qu'il travaille pendant que vous dormez, que vous devez lui donner des instructions claires avant de vous endormir. C'est une façon intuitive de décrire quelque chose que la neuroscience a déjà confirmé. Mais Hill n'a pas su aller jusqu'au bout de cette logique. Si le subconscient travaille dans le calme, alors le calme n'est pas du repos, c'est du travail invisible. Et le refuser, c'est amputer une partie de votre intelligence. Ce que ce chapitre vous laisse n'est pas une technique, c'est une permission. La permission d'être un ambitieux qui se respecte assez pour ne pas se consommer entièrement, qui comprend que durer est une forme de victoire que l'impatience ne connaîtra jamais. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de grand avec un outil que vous avez refusé d'entretenir. Chapitre 6. Ce que l'argent fait à l'homme qui le possède. On vous a dit que l'argent ne change pas les gens, que les riches restent les mêmes, juste avec plus de moyens. C'est l'une des idées les plus confortables et les plus fausses qui circulent sur la réussite financière. L'argent change les gens, profondément. Pas toujours de façon visible, pas toujours de façon dramatique, mais avec une constance et une précision que les études en psychologie comportementale ont documentées de façon rigoureuse depuis plusieurs décennies. La question n'est pas de savoir si l'argent vous changera, il le fera. La question est de savoir dans quelle direction. Et cette direction dépend d'une seule chose que presque personne ne prépare avant que l'argent n'arrive. Il parle de richesse comme d'un aboutissement, un état à atteindre. Il décrit le chemin pour y arriver avec précision, mais il ne décrit pas ce qui se passe une fois qu'on y est. Comme si l'arrivée était la fin de l'histoire, comme si gagner de l'argent était un événement, et non un processus continu qui transforme celui qui le vit de l'intérieur. Voici ce que la psychologie de la prospérité a établi. Lorsqu'un individu franchit certains seuils financiers, plusieurs mécanismes cognitifs et émotionnels se modifient simultanément. Le premier est ce que les chercheurs appellent la réduction de la dépendance sociale. En termes simples, plus vous avez les moyens de résoudre vos problèmes seuls, moins vous ressentez le besoin des autres. Ce n'est pas de l'arrogance consciente, c'est une modification progressive de votre rapport à la vulnérabilité. L'argent vous achète des solutions là où vous aviez besoin de personnes, et progressivement, les personnes semblent moins nécessaires. Ce glissement est subtil et redoutable, parce que le besoin des autres n'est pas une faiblesse à corriger, c'est le ciment de tout lien humain profond. Quand ce besoin disparaît, les liens changent de nature, ils deviennent optionnels. Et ce qui est optionnel finit souvent par disparaître.
Une étude menée à l'Université de Californie a montré que les individus exposés mentalement à des concepts de richesse, même de façon inconsciente, devenaient mesurablement moins enclins à demander de l'aide, moins empathiques face à la détresse d'autrui et plus centrés sur leurs propres objectifs au détriment de la coopération. Ces effets se produisaient sans que les sujets en aient conscience. L'argent, même symbolique, reconfigure les priorités cognitives. Maintenant, imaginez ce que produit des années d'accumulation réelle. Il y a un deuxième mécanisme, encore moins discuté. C'est ce que l'on pourrait appeler la distorsion du miroir social. Quand vous avez peu, les retours que vous recevez de votre entourage sont généralement honnêtes. Les gens vous disent quand vous avez tort, ils vous contredisent, ils vous poussent, parce qu'ils n'ont rien à perdre à être vrais avec vous. Quand vous avez beaucoup, ce miroir se déforme. Les gens autour de vous commencent à filtrer ce qu'ils vous disent. Ils évitent de vous contrarier. Ils approuvent plus facilement. Certains le font consciemment, par intérêt. D'autres le font sans s'en rendre compte parce que la dynamique de pouvoir inhibe naturellement la contradiction. Le résultat est que plus vous réussissez, moins vous recevez de feedback authentique. Et sans feedback authentique, votre perception de vous-même et de la réalité dérive lentement sans que vous ayez les instruments pour le détecter. C'est ce qui explique, en partie, pourquoi des hommes et des femmes brillants, ayant prouvé leur intelligence pendant des années, prennent parfois des décisions catastrophiques une fois au sommet. Ce n'est pas qu'ils sont devenus stupides, c'est que leur environnement a cessé de les corriger. Et sans correction, même les esprits les plus vifs finissent par perdre leur calibration. Il admirait Rockefeller. Ce qu'il ne souligne pas, c'est que Rockefeller, dans la dernière partie de sa vie, vivait dans un isolement presque total, entouré de collaborateurs dont la principale compétence était de ne jamais le contrarier. Des hommes qui avaient appris que l'accord était plus sûr que la vérité. Rockefeller était au sommet d'un empire, et il était, à sa façon, profondément seul dans une bulle que l'argent avait construite autour de lui, brique par brique. Ce n'est pas une fatalité, c'est un risque spécifique que l'argent crée et que la conscience peut contrecarrer. Voici la troisième transformation que l'argent produit, celle que l'on perçoit le moins parce qu'elle ressemble à de la sagesse. C'est le détachement. Au début de votre ascension, vous avez faim. Cette faim est un moteur puissant. Elle vous connecte aux enjeux réels, à l'urgence, à ce que les choses signifient vraiment. Quand l'argent s'accumule, la faim diminue mécaniquement, et avec elle, une certaine forme d'intensité dans la vie disparaît. Les choses qui vous faisaient vibrer semblent moins intenses, les victoires ont moins de goût, les défaites font moins peur. Certains appellent cela de la sérénité. Parfois c'en est, mais souvent c'est autre chose. C'est une forme d'émoussement affectif, une perte de contact avec ce qui rendait les expériences vivantes. L'homme qui ne peut plus vraiment avoir peur de perdre a aussi perdu quelque chose dans sa capacité à ressentir pleinement ce que c'est que de gagner. Alors que faire de tout cela ? La réponse n'est pas de refuser la richesse, ce serait absurde et contre-productif. La réponse est d'anticiper ces transformations avant qu'elles ne se produisent, de construire délibérément des structures qui résistent à leurs effets les plus destructeurs. Concrètement, cela signifie maintenir dans votre vie des relations qui préexistent à votre réussite et auxquelles vous donnez un accès authentique à ce que vous vivez. Cela signifie chercher activement des personnes qui vous diront non, qui vous contrediront, qui vous feront l'amitié de ne pas vous épargner la vérité. Ces personnes sont rares à mesure que l'on monte. Elles valent plus que n'importe quel investissement. Cela signifie aussi entretenir une connexion régulière avec ce qui vous motivait avant l'argent. Pas pour rester dans la nostalgie, mais pour préserver le fil entre ce que vous êtes et ce que vous construisez. Parce que le jour où ce fil se rompt, vous pouvez avoir tout ce que il vous a promis et ne plus savoir pourquoi vous le vouliez. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce qui est déjà là. S'il trouve un homme ancré, conscient, entouré de vérité, il amplifie tout ça. S'il trouve un homme fragile, isolé, sans boussole intérieure, il amplifie ça aussi. Il ne choisit pas, vous choisissez, mais vous ne pouvez choisir qu'en condition de savoir ce qu'il fait. Maintenant, vous le savez. Le prochain chapitre entre dans une zone encore plus intime, celle de la solitude du sommet. Non pas la solitude sociale dont nous avons parlé, une solitude plus profonde. Celle de l'homme qui a tout accompli et qui se retrouve face à une question à laquelle aucun chiffre ne peut répondre. Chapitre 7. La solitude du sommet. Le silence que la réussite ne remplit pas. Il y a une image que personne ne vous montre dans les documentaires sur les grands entrepreneurs. Ce n'est pas la scène de la levée de fonds. Ce n'est pas le moment où le cours de l'action monte. C'est un moment beaucoup plus ordinaire et beaucoup plus révélateur. C'est l'homme, seul, dans une grande pièce, tard le soir, qui regarde par la fenêtre et ne ressent rien de particulier. Pas de fierté, pas de manque. Juste un vide tranquille et légèrement déconcertant. Un vide que rien dans sa trajectoire ne l'avait préparé à rencontrer. Ce vide a un nom. Les philosophes l'ont appelé différemment selon les époques. Les psychologues modernes l'approchent sous l'angle de la perte de sens post-accomplissement.
Mais au fond, c'est une expérience très simple et très humaine. C'est la découverte que l'arrivée ne ressemble pas au voyage, que le sommet n'a pas la même texture que la montée, et que la question que vous pensiez avoir résolue en réussissant, la question du sens, n'a pas bougé d'un centimètre. Il vous dit de vous fixer un but précis, de le visualiser avec clarté, de le poursuivre avec une intensité qui ne laisse pas de place au doute. Tout ça est vrai et utile, mais il suppose implicitement que le but, une fois atteint, produit une satisfaction durable, que la réussite est une destination, et que la destination justifie le voyage. Cette supposition est l'une des plus répandues et des moins vérifiées de toute la littérature du succès. La réalité psychologique est plus nuancée. Les études sur le bonheur subjectif montrent de façon constante que les êtres humains surestiment massivement l'impact émotionnel de leurs accomplissements futurs sur leur bien-être. Ce phénomène s'appelle l'erreur d'impact affectif. En clair, vous pensez que réussir vous rendra durablement plus heureux. Ce n'est généralement pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une montée temporaire de satisfaction, suivie d'un retour rapide au niveau émotionnel de base, suivi d'une nouvelle fin. Ce cycle est universel, mais il est vécu de façon particulièrement intense par ceux qui ont tout sacrifié pour arriver quelque part, parce que le coût du voyage a été élevé, très élevé. Et quand l'arrivée ne compense pas ce coût émotionnellement, il se produit quelque chose de difficile à nommer, mais de très réel. Une sorte de désillusion silencieuse. Pas une dépression, pas un regret articulé, juste une légère fissure entre ce que vous espériez ressentir et ce que vous ressentez réellement. Pensez à Howard Hughes, l'un des hommes les plus riches et les plus accomplis du XXe siècle. Aviateur, ingénieur, producteur de cinéma, magnat de l'industrie, un homme qui avait littéralement repoussé les limites de ce qu'un individu pouvait construire en une seule vie. Et pourtant, ces dernières années sont parmi les plus sombres que l'histoire ait documentées pour un homme de cette envergure. Isolé, hanté par des obsessions incontrôlables, coupé du monde qui l'avait dominé. Ce n'est pas une histoire de malchance, c'est une histoire d'un homme qui avait tout construit à l'extérieur et rien préservé à l'intérieur. Il ne cite pas Hughes, peut-être parce que son cas aurait posé des questions que le livre n'était pas prêt à traiter. Voici ce que la solitude du sommet produit de plus insidieux. Elle crée une forme de nostalgie paradoxale. L'homme qui a réussi commence parfois à idéaliser la période où il luttait encore, où les enjeux étaient clairs, où chaque victoire avait le goût de quelque chose de conquis, où la vie avait une tension narrative que la stabilité du succès a effacée. Cette nostalgie n'est pas de faiblesse, c'est le signal que quelque chose d'essentiel manque dans la façon dont la réussite a été construite. Ce quelque chose, c'est le sens relationnel de l'accomplissement, le fait de partager ce qu'on vit avec quelqu'un qui comprend vraiment. Pas quelqu'un qui admire, pas quelqu'un qui profite, quelqu'un qui voit ce que ça a coûté et qui est là avec vous dans la complexité de ce que vous ressentez. Ces personnes sont rares au sommet. Nous avons exploré pourquoi dans les chapitres précédents, mais leur rareté rend leur absence d'autant plus lourde. Il y a un deuxième aspect de cette solitude que l'on n'aborde presque jamais. C'est la solitude face à sa propre histoire. Quand vous avez beaucoup accompli, vous portez une histoire qui est la vôtre, mais que vous ne pouvez plus raconter librement. Parce que la raconter honnêtement implique d'évoquer les sacrifices, les compromis, les moments de doute que l'image publique du succès ne peut pas contenir. Alors vous racontez une version, polie, cohérente, inspirante, et progressivement, vous vous éloignez vous-même de votre propre vérité. Vous devenez le narrateur d'une histoire dont vous avez retiré les passages les plus intenses. Cette distance entre l'histoire vécue et l'histoire racontée est une source de solitude profonde et très peu reconnue. Comment traverser cela? Comment construire une réussite qui ne se retourne pas contre soi une fois atteinte? La réponse que ce chapitre vous propose tient en deux directions. La première est de construire du sens en dehors de la performance. Pas après avoir réussi, durant, maintenant. Pas dans 10 ans quand vous aurez le temps. Le sens ne s'installe pas en fin de parcours comme une décoration. Il se tisse dans le quotidien, dans des engagements qui n'ont pas de valeur marchande, dans des contributions dont vous ne verrez peut-être jamais le retour mesurable. Une cause, une transmission, une présence à quelque chose qui vous dépasse. Ces ancrages ne ralentissent pas votre ascension, ils empêchent de vous vider. La deuxième direction est de redéfinir ce que signifie arriver, non pas comme un point fixe sur une carte, mais comme une façon d'être en mouvement. Les personnes qui ne s'effondrent pas après leur grand succès sont celles qui ont compris que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une tension à habiter. Elles ne cherchent pas à en finir avec la lutte, elles apprennent à choisir leur lutte avec sagesse. Et cette sagesse-là ne s'achète pas, elle se cultive. Il vous a donné une carte pour atteindre un territoire. Ce chapitre vous dit ce que vous y trouverez vraiment et vous invite à décider, les yeux ouverts, ce que vous voulez faire de ce savoir. Parce que la vraie souveraineté ne commence pas quand vous avez tout ce que vous vouliez. Elle commence quand vous savez qui vous êtes, indépendamment de ce que vous possédez. Chapitre 8. Reconstruire sans se trahir. L'ambition réconciliée avec soi-même. Nous sommes arrivés à un endroit particulier dans ce livre. Vous avez entendu les ombres. Vous avez regardé en face ce que l'ambition obsessionnelle peut faire à un homme, à ses relations, à son éthique,
à sa santé mentale, à sa façon de percevoir l'argent et le sens de ce qu'il construit. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas censé l'être. Mais ce livre ne s'arrête pas là, parce que l'inconfort sans direction n'est pas de la sagesse, c'est juste de la douleur. Ce chapitre est différent des précédents. Il ne dissèque pas, il reconstruit. Il pose la question que tout ce qui précède a préparé. Comment être pleinement ambitieux, radicalement déterminé à construire quelque chose d'extraordinaire sans se perdre dans le processus? Comment garder le feu sans laisser le feu tout brûler? La réponse commence par une distinction que Hill n'a jamais faite clairement. La distinction entre l'ambition réactive et l'ambition choisie. L'ambition réactive est celle qui naît de la douleur, de la honte d'un passé pauvre, de la peur d'être ordinaire, du besoin de prouver quelque chose à quelqu'un qui vous a dit un jour que vous n'y arriveriez pas. Cette ambition est puissante, elle produit des résultats réels, mais elle est fondamentalement instable parce qu'elle dépend d'une blessure qui ne guérit jamais complètement. Et une blessure qu'on nourrit pour rester motivé est une blessure qu'on refuse de laisser cicatriser. Beaucoup de jeunes gens ambitieux fonctionnent sur ce carburant sans le savoir. Ils confondent l'intensité de leur drive avec de la clarté. Ils pensent savoir ce qu'ils veulent parce qu'ils savent ce dont ils veulent s'éloigner. Ce n'est pas la même chose. L'ambition choisie est différente. Elle ne naît pas de ce qu'on fuit. Elle naît de ce qu'on choisit de construire et de pourquoi. Elle a une direction positive. Elle répond à la question de ce que vous voulez créer dans le monde, pas seulement à ce que vous voulez prouver. Et cette direction positive change tout dans la façon dont vous vivez le processus. Un entrepreneur qui construit par peur de retomber dans la précarité prend des décisions différentes de celui qui construit parce qu'il a une vision de ce qu'il veut offrir. Le premier optimise pour ne pas perdre, le second optimise pour ce qu'il veut gagner. Ces deux orientations produisent des trajectoires différentes, des relations différentes, des états intérieurs différents. Et sur le long terme, des vies radicalement différentes. La question honnête à se poser est celle-ci. Si vous supprimiez de votre motivation tout ce qui est lié à la peur, au besoin de validation, à la honte ou à la compétition, est-ce qu'il resterait encore quelque chose? Est-ce qu'il resterait assez pour continuer? Si la réponse est oui, vous avez une base solide. Si la réponse est incertaine, c'est une information précieuse, pas un jugement, une boussole. Il y a une deuxième reconstruction nécessaire, celle du rapport au temps. L'ambition obsessionnelle vit dans le futur. Elle diffère systématiquement la satisfaction, la légèreté, la présence à l'instant. Elle dit toujours « quand j'aurai atteint ça, alors je pourrai souffler, me réjouir, être là vraiment ». Ce « toujours plus tard » est l'un des pièges les plus élégants que la psychologie de la performance construit autour de ceux qui la pratiquent sans conscience. Parce que plus tard n'arrive jamais vraiment, il se déplace avec vous, comme l'horizon. Plus vous avancez, plus il recule. Et les gens qui n'ont vécu que dans le futur se retrouvent à un moment donné avec un passé riche en accomplissements et une présence intérieure qui n'a jamais vraiment habité aucun d'eux. Reconstruire son rapport au temps, ce n'est pas ralentir, ce n'est pas abandonner ses objectifs, c'est apprendre à habiter ce qu'on vit pendant qu'on le vit, à recevoir les petites victoires sans les minimiser parce qu'elles ne sont pas encore la grande, à être présent dans une conversation sans qu'une partie de vous soit déjà à la prochaine réunion. Cette présence n'est pas de la passivité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle que les plus grands bâtisseurs qui ont duré dans le temps ont tous cultivée, chacun à leur façon. Il y a une troisième reconstruction que ce chapitre veut vous proposer, celle de votre définition personnelle du succès. Hill vous donne une définition implicite du succès qui est essentiellement financière et sociale, la richesse, le pouvoir, la reconnaissance. Ces choses ont de la valeur, mais si elles sont votre seule définition du succès, vous êtes exposé à un risque précis, le risque de réussir selon la définition de quelqu'un d'autre. De passer des années à construire quelque chose qui satisfait des critères que vous n'avez jamais vraiment choisis. Écrire sa propre définition du succès est un acte radical et inconfortable. Parce qu'il oblige à s'interroger sur ce qui compte vraiment pour soi, pas sur ce qui impressionne les autres, pas sur ce que les réseaux sociaux valident, pas sur ce que votre famille espérait pour vous. Ce qui compte pour vous, dans le silence, sans public. Pour certaines personnes, cette définition inclura effectivement une richesse matérielle significative. Pour d'autres, elle inclura davantage de liberté de temps, de profondeur dans les relations, d'impact dans une communauté précise. Ces définitions ne s'excluent pas mutuellement, mais elles doivent être conscientes, choisies, revues régulièrement à mesure que vous changez. Parce que l'homme que vous serez dans 10 ans ne voudra peut-être pas exactement ce que vous voulez aujourd'hui. Et construire toute une décennie vers un objectif que vous aurez entre-temps cessé de vouloir est l'une des formes les plus douloureuses de déconnexion qu'un être humain puisse vivre. La reconstruction dont ce chapitre parle n'est pas une réorientation spectaculaire. Vous n'avez pas besoin de tout remettre à plat. Vous avez besoin de quelque chose de plus simple et de plus exigeant à la fois. Vous avez besoin d'honnêteté avec vous-même, régulière, systématique, sans complaisance. Cette honnêteté prend des formes différentes pour chacun. Pour certains, c'est un journal intime tenu avec rigueur.
Pour d'autres, c'est une conversation mensuelle avec quelqu'un en qui ils ont une confiance absolue. Pour d'autres encore, c'est une pratique de silence régulier où les questions difficiles ont le droit d'exister sans réponse immédiate. La forme n'a pas d'importance que la régularité. Ce qui compte, c'est de maintenir un espace où vous pouvez vous voir clairement. Pas l'image que vous projetez, pas la version que vous vendez. Vous, avec vos contradictions, vos doutes, vos envies qui changent et vos valeurs qui, elles, doivent rester stables. Hill vous a appris à vous battre pour ce que vous voulez. Ce chapitre vous invite à savoir pourquoi vous le voulez. Et cette distinction, aussi simple qu'elle paraisse, est la frontière entre une vie construite et une vie subie avec beaucoup d'énergie. Vous approchez du dernier chapitre, celui qui ferme la boucle ouverte dès le début de ce livre, celui où tout ce que vous avez entendu trouve sa résolution. Pas une résolution confortable, une résolution vraie. Chapitre 9. Le prix que vous choisissez de payer. Vers une souveraineté consciente. Nous voilà au bout du chemin, ou plutôt au début d'un autre. Depuis le premier chapitre, une question flottait en arrière-plan. Vous l'avez peut-être senti sans pouvoir l'articuler exactement. Elle traversait chaque histoire, chaque mécanisme, chaque vérité inconfortable que ce livre vous a présenté. Cette question est simple, elle est peut-être la plus importante que vous entendrez dans longtemps. La voici. Est-ce que vous choisissez votre ambition ou est-ce que votre ambition vous choisit? Prenez un moment avec ça. Pas pour répondre vite, pour vraiment l'entendre. Napoléon Hill a passé sa vie à documenter la réussite des autres. Il a compilé, analysé, synthétisé. Il a produit un outil puissant, mais un outil reste un outil. Un marteau peut construire une maison ou briser une vitre. Ce n'est pas le marteau qui décide, c'est la main qui le tient. Et la main qui tient l'ambition, c'est la vôtre. Toujours. Même quand vous pensez que les circonstances vous imposent leur rythme. Même quand vous pensez que vous n'avez pas le choix. Le choix est là. Parfois discret, parfois inconfortable, mais toujours présent. Ce livre vous a emmené dans les zones que Hill a évitées. Il vous a montré ce que l'obsession fait aux relations quand elle les traverse sans les voir. Ce qu'elle fait à l'éthique quand elle l'applique pour avancer. Ce qu'elle fait à la santé mentale quand elle refuse de s'arrêter. Ce qu'elle fait à l'identité quand elle la remplace entièrement. Ce qu'elle fait au sens quand elle atteint ses objectifs et découvre que le vide n'a pas disparu. Ce n'était pas pour vous décourager, c'était pour vous équiper. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre payer un prix sans le voir et payer un prix en le choisissant. La première situation vous laisse des dettes que vous ne comprenez pas, des douleurs sans origine claire, des réussites qui sonnent creux. La deuxième situation vous donne quelque chose de rare, de la dignité dans le sacrifice, une cohérence entre ce que vous vivez et ce que vous avez décidé de vivre. La souveraineté consciente, c'est ça. Ce n'est pas l'absence de sacrifice. Tout accomplissement exceptionnel implique des sacrifices réels. Ce n'est pas non plus la maîtrise parfaite de tous les paramètres de votre vie. Personne n'a jamais eu cette maîtrise et personne ne l'aura jamais. La souveraineté consciente, c'est la capacité à regarder votre propre trajectoire avec lucidité et à y reconnaître vos choix, y compris ceux que vous avez faits en fermant les yeux. Les hommes que Hill admirait étaient souverains au sens matériel. Certains étaient également souverains au sens intérieur. D'autres ne l'étaient pas du tout et ont payé ce manque d'une façon que les biographies officielles ont soigneusement édulcorée. La différence entre les deux groupes n'était pas dans leur niveau de détermination. Elle était dans leur niveau de conscience sur ce qu'ils étaient en train de construire et sur ce qu'ils acceptaient de perdre pour y arriver. Il y a quelque chose qu'aucun livre de développement personnel ne peut faire à votre place, aucun podcast, aucune méthode. C'est de décider ce que vous êtes réellement prêt à payer. Pas en théorie, pas dans l'enthousiasme d'un matin motivé, dans la durée, dans les moments de fatigue et de doute, dans les moments où le prix se présente concrètement, et pas symboliquement. Êtes-vous prêt à manquer des dîners de famille pendant des années pour construire quelque chose? Êtes-vous prêt à voir certaines amitiés se dissoudre parce que vos chemins divergent trop profondément? Êtes-vous prêt à traverser des phases où votre santé mentale sera sous pression et où vous aurez besoin de ressources intérieures que vous n'avez peut-être pas encore construites? Êtes-vous prêt à faire des choix que vous ne pourrez pas toujours défendre publiquement, parce qu'ils répondent à une logique que seul vous comprenez complètement? Si la réponse à ces questions est oui, alors avancez. Avancez avec tout ce que vous avez. L'ambition est une des forces les plus nobles que possède un être humain, quand elle est au service d'une vision claire et d'une conscience honnête. Elle peut construire des choses qui durent, des entreprises qui changent des vies, des œuvres qui traversent les générations, des exemples qui donnent la permission à d'autres de croire qu'ils peuvent aussi croire. Mais si la réponse est non, ou alors « je ne sais pas encore », alors ce non et ce pas encore sont des informations précieuses, pas des défauts, des données. Elles vous disent que vous avez encore un travail intérieur à faire avant de vous lancer dans une course dont vous n'avez pas mesuré la distance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses honnêtes et des réponses confortables.
Et vous savez maintenant assez pour choisir lesquels méritent votre attention. Napoléon Hill avait une phrase que peu de gens retiennent, parce qu'elle est glissée discrètement dans son livre, presque en passant. Il dit que chaque succès porte en lui-même les germes d'une récompense équivalente. Ce qu'il n'a pas dit, mais ce que ce livre vous a dit, c'est que chaque succès porte également les graines d'un coup équivalent. Et que la sagesse n'est pas de choisir entre les deux, c'est de les voir les deux avant de décider. Vous avez traversé 9 chapitres qui n'existaient pas dans le livre original. 9 angles que Hill a laissés dans l'ombre, volontairement ou non. Ce que vous en faites vous appartient entièrement. Vous pouvez ranger ces idées dans un coin de votre esprit et continuer exactement comme avant. Vous pouvez en prendre une seule et la laisser transformer quelque chose de précis dans votre façon de construire votre vie. Vous pouvez revenir à ce livre dans 6 mois, dans 2 ans, quand vous serez à un croisement différent et l'entendre autrement. Ce livre n'a pas de prescription. Il a une invitation. L'invitation à être un ambitieux qui se connaît, qui avance les yeux ouverts, qui choisit son prix plutôt que de le découvrir en réglant la note. Parce que la note finit toujours par arriver. La question est de savoir si vous l'attendiez ou si elle vous surprend. Laissez-moi vous poser une question importante, celle que ce livre portait depuis le début et que seul vous pouvez vraiment répondre. Si vous deviez atteindre exactement le niveau de réussite que vous visez aujourd'hui, mais que pour y arriver vous deviez accepter consciemment et définitivement de sacrifier la chose la plus précieuse que vous possédez en dehors de vos objectifs professionnels, seriez-vous encore aussi certain de vouloir ce que vous croyez vouloir? Répondez-y dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous. Parce que la façon dont vous répondez à cette question vous dit qui vous êtes vraiment, bien plus que n'importe lequel de vos objectifs. Merci d'avoir écouté ce livre audio de Millionaire Library. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos compétences.